Souleymane Niang. Un homme a donc perdu la vie et 2 autres ont été blessés par une décharge électrique survenue la nuit dernière à la Gueule-Tapée sous la forte pluie qui est tombée sur Dakar. L'accident mortel est arrivé dans un enclos de moutons alors que les victimes tentaient de maintenir la tente qui leur servait d'abri. Un mouton est également mort par électrocution. Reportage à la Gueule-Tapée, Youssouf Bodian. C'est un quartier sous le choc qui s'est brutalement réveillé ce matin. Le mouton électrocuté est encore allongé à quelques mètres d'une bâche à terre qui côtoie un poteau électrique. Ils étaient là-bas avec ses frères, plus âgés que lui, en train de boire du thé et assurer le gardiennage des moutons et tout ça. Ils ont voulu sauver leur bâche, s'est heurté au poteau. Et malheureusement, le poteau est en fer, le support en fer aussi. Malheureusement, l'enfant est mort par électrocution. Le plus dur dans tout ça, c'est que l'enfant a perdu sa mère il y a 2 mois. Plusieurs fils électriques fixés sur le poteau traînent par terre. Un danger permanent que ces habitants de Gueule-Tapée côtoient au quotidien. Des fils de courant qu'on fasse sortir dans des poteaux juste pour créer je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça peut coûter? Des vies humaines. Ils se sont renvoyés la responsabilité. Les agents de Sénélec viennent pour nous dire que ça c'est de la mairie. La mairie vient pour nous dire que c'est la ville de Dakar. La ville de Dakar, quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils diront? Mais un travail mal fait et bien payé par l'argent des contribuables. Mais soyons plus sérieux. Les 2 blessés sont pris en charge à l'hôpital de Fann. Une enquête est ouverte selon le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo. Après l'enquête de la police, le rapport sera adressé à notre hiérarchie et les dispositions sont déjà prises pour isoler le secteur et réparer effectivement le poteau qui a déjà eu à créer cette histoire-là. L'autre aspect, c'est un appel au calme et à la sécurité et à la sérénité par rapport aux branchements qui souvent ne sont pas réglementaires. Donc demander aussi aux populations quand il pleut, il ne faut pas que les gens s'approchent des poteaux électriques, constitue un danger. Une mise aux normes du réseau pourrait beaucoup aider à préserver des vies en cette période d'hivernage. Comme vous avez dû le noter, la Société nationale d'électricité a lancé depuis quelques semaines une campagne de prévention contre les risques électriques. Nous en parlerons peut-être au cours de ce journal avec l'un des responsables de cette société, la Sénélec. Toujours à propos de ces pluies, le marché de Mbacké inaccessible à cause des précipitations. Les vendeurs et acheteurs crient leur ras-le-bol et accusent les autorités. Reportage à Touba, Marema Diop. Le marché est inaccessible. Les eaux de pluie ont envahi les lieux. La saleté, la boue mélangée au ver de terre, tel est le décor sur place. Il faut vraiment beaucoup de courage pour remplir son panier. Fatou est une cliente. Je suis obligée de traverser les flaques d'eau pour pouvoir accéder aux étals. Je suis toute mouillée. En plus, quelle saleté! Une situation qui impacte sur le chiffre d'affaires des vendeurs. Ce n'est pas sûr. Avec cette eau déposée là depuis des jours, on n'est pas à l'abri des maladies. On ne peut recevoir de clients. Nous voulons déménager d'ici au plus vite. Délocalisé sur ce site il y a des mois pour cause de réfection de l'ancien marché, ces commerçants n'en peuvent plus. Modou Diop est le chargé de communication du bureau du marché. L'entrepreneur s'était engagé à livrer les travaux dans un délai de 3 mois. Mais vous imaginez, nous en sommes au 4e. Depuis la toute première pluie, il y en a qui ont perdu leurs marchandises. Nous voulons la finition des travaux du marché. La situation est inacceptable selon les usagers qui demandent aux autorités de régler cette question au plus vite. Marema Diop, Touba, RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Les chiffres du jour tout de suite avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Mamadou Ndiaye. Sur 764 tests réalisés, 45 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,89%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 33 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés dont l'un est enregistré au niveau de Richard Toll du côté de la région nord et un est entré par l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. On y note 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Parcelles Assainies 3, Touba 2, Cité Apix 2,
Diakhaï 1, Kaolack 1, Richard Toll 1 et Thiaroye Azur 1. 66 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 36 cas sont toujours dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 13 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8243 cas ont été déclarés positifs, dont 5580 guéris, 150 décédés et donc 2512 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un bon rétablissement aux patients encore dans nos services. Le docteur Mamadou Ndiaye qui évoquait tout à l'heure un cas ou 2 cas communautaires passés par l'AIBD, le secteur hôtelier justement qui attend de voir venir la réouverture des frontières aériennes avec beaucoup d'incertitudes quant à la reprise effective de l'activité touristique. Et pour cause, si le président Macky Sall a décidé de la reprise du trafic aérien, les acteurs du tourisme n'oublient pas que la pandémie est toujours active au Sénégal. De quoi décourager les touristes. Abdoulaye Cissé. C'est l'un des secteurs les plus directement impactés et surtout le secteur le plus touché par les mesures de confinement et de restrictions sur les déplacements des populations, notamment des touristes. C'est une lapalissade que de dire que le tourisme était la première victime mise KO par la pandémie. Dans la course à freiner la propagation du virus et rompre la chaîne de transmission, les pays les uns après les autres ont décidé de la fermeture des frontières. Progressivement et tout doucement, le trafic reprend et le Sénégal est à la veille de la réouverture de ses frontières aériennes ce 15 juillet 2020. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais tout juste une première étape pour l'hôtellerie. Moustapha Kane est le secrétaire permanent du syndicat du patronat hôtelier. Le volet aérien est capital pour la destination. Ça va aujourd'hui nous permettre, n'est-ce pas, d'apprécier, n'est-ce pas, la réaction des marchés. La plupart de nos clients viennent, n'est-ce pas, par vol. Ouvrir les frontières est juste une étape, mais que ça s'annonce compliqué de faire repartir la machine tourisme sérieusement abîmée. Moustapha Kane. Ça va être également une bataille féroce au niveau international avec une concurrence, n'est-ce pas, très difficile. Donc il faut beaucoup de moyens, n'est-ce pas, par rapport à l'investissement pour que aussi les hôtels soient mis aux normes. Mais il faut également une bonne politique de promotion par rapport également à nos destinations dans la gestion de ce Covid et qui a montré également qu'en termes de taux de guérison, le Sénégal fait partie des pays, n'est-ce pas, les plus sûrs. Des projections les plus optimistes n'envisagent pas une reprise effective des activités à la date d'ouverture officielle habituelle de la saison touristique. En général, quand l'hiver pointe son bout de nez en Europe. Le Sud-Just organise en ce moment même une marche de protestation. Les travailleurs de la justice exigent le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2018. Ils dénoncent également le mutisme du ministre de la Justice sur leur mouvement de grève qui dure depuis un mois. L'occasion pour nous de parler du statut des secrétaires généraux de syndicats. Comme vous le savez, le secrétaire général du Sud-Just est menacé de sanctions pour abandon de poste. Quel est le statut des leaders des organisations syndicales? Réponse dans ce dossier réalisé par Nafessa Toussila. Le fait d'être fonctionnaire, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être syndiqué. Bien au contraire, le fonctionnaire... Maître Abdoulaye Babou est clair. Tout fonctionnaire a le droit d'être représentant syndical et la loi doit lui aménager un temps libre pour s'y consacrer. Et dans l'affaire Maître Boun Aya Malik Diop, secrétaire général du Sud-Just, il faut comprendre 2 choses. Le problème est de savoir, est-ce que Maître Boun Diop se consacre à la défense des intérêts de ses collègues quand ils s'absentent. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, est-ce que Maître Boun Diop abandonne son travail pour aller faire autre chose? Là, il y a une différence importante que chacun doit comprendre. Dans le premier cas de figure, si le fonctionnaire s'absente pour accomplir ses obligations, on ne peut absolument lui reprocher. Il ne s'est pas absenté pour s'amuser. Il s'est absenté pour la défense des intérêts de ses amis. Et dans le second cas, l'ancien ministre de la fonction publique et du travail sous le régime de Abdoulaye Wade soutient qu'il y a une procédure à suivre. Là aussi, on ne va pas très vite en besogne. Il y a une procédure au niveau de la fonction publique. Effectivement. Moi, j'ai été ministre de la fonction publique et du travail sous le régime
du président Abdoulaye Wade. Quand on avait un cas dans ainsi, on ordonne une enquête. Les agents sont commis pour enquêter sur la réalité de cet abandon ou pas. Est-ce que cet abandon d'abord existe? Est-ce qu'il y avait un motif pour laisser le travail ou pas? Se rapportant au statut de la fonction publique, personne n'a le droit de dire décréter urbi et urbi, il est licencié, ou bien on le sanctionne. Non, ce n'est pas une procédure administrative. Ibrahim Samb, juriste et ancien inspecteur du travail, nous fait état de dispositions pour les charges syndicales. Si vous devez vous attendre, en tout cas, si vous devez être en retrait par rapport à votre poste, normalement, vous devez avoir bénéficié des autorisations appropriées, l'autorisation d'absence. Donc l'agent doit s'assurer que cette absence-là, n'est-ce pas, est autorisée par tel ou tel texte. Maintenant, il y a des régimes de disponibilité. Vous êtes disponible. Selon Maître Babou, spécialisé en droit social et relations professionnelles, même en cas de radiation d'un fonctionnaire par son ministère de tutelle, la décision peut être attaquée devant la section administrative de la Cour suprême. RFM, la radio de toute l'actualité. À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, les béliers destinés à cette fête se font désirer à Kolda. Sur les 20 000 têtes de moutons attendues à Kolda, il n'y a qu'un petit nombre qui est pour le moment arrivé. C'est le reportage Tabaski du jour, Abdoulaye Diallo. Sur les 20 000 têtes de moutons attendues à Kolda pour les besoins de la Tabaski, il n'y a qu'un petit nombre qui est pour le moment arrivé. Amadou Tidiane Baldé est le président du foirail principal de Kolda. Commencé nañu ñëw ndànk bariwul noonu nag ñu jóge Diaobé ay côté village yi daal. À cause de l'hivernage, nombreux parmi les opérateurs attendent les derniers jours pour amener leur bétail dans les foirails. Am na ñuy jóge côté nord ñëw fi indi wi jaay ñoom itam ñëwagul. Xam nga taw bi ñu xaar ba affaire bi jege ñu soog a ñëw xam nga xar noor yi ñemewul ndox yu bari. Les prix des béliers à Kolda varient de 40 à 200 000 francs. Fi mu ne nii xar yi commencé nañ ci 40 000 dem na fi ba 200 000 waaw am na ñu ngi wax fii 200 000 mun nañu wàññi 200 000 bi daal 200 000 la gaare. Entre autres difficultés notées par les éleveurs à Kolda, il s'agit d'un manque de financement et l'accessibilité aux points de vente des béliers. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Restons à l'intérieur du pays. Après les pluies enregistrées ces dernières 72 heures, l'espoir est grand chez les paysans. Ils s'attendent à une production record si la tendance se maintient. Les organisations paysannes plaident toutefois pour une meilleure communication de l'État. Koumba Sandiane Faye. D'assez fortes pluies s'abattent sur l'ensemble du territoire national depuis ce week-end. Un fait qui fait sourire les agriculteurs. Selon Ibrahim Badiane, l'espoir est permis pour de bonnes récoltes. On a bon espoir quand même parce que la pluie est tombée, tous les producteurs ont semé leurs graines, donc on garde espoir. Avec ces généreuses gouttes d'eau, ces paysans espèrent une production record cette année. Aliou Dia est le président de la force paysanne. Depuis qu'il a commencé à pleuvoir, presque chaque semaine, soit 2 ou une forte pluie, alors s'abattent, permettant effectivement de faire les travaux, mais de garder encore l'espoir, comme je viens de le dire, que Dieu nous accompagne avec de très fortes pluies, très bien réparties dans le temps et dans l'espace, afin que nous puissions effectivement réaliser un hivernage avec des records. Après de bonnes pluies, pour qu'il y ait un bon temps chez ces agriculteurs, il faut aussi vendre et à bon prix. Ibrahim Badiane. Le prix de son produit avant la récolte, c'est tout ce que nous demandons à l'État. C'est de tout faire pour pouvoir fixer trop tôt le prix de l'arachide parce que nous attendons cette année une production record. La météo prévoit encore des pluies assez fortes pour ces 48 heures, surtout dans le sud et le sud-est du pays. Et même au centre, des prévisions qui agrandissent davantage l'espoir, c'est chez les agriculteurs, surtout du bassin arachidier. RFM. L'actualité internationale. Georges Détié-Diop, rebonjour. Rebonjour Souleymane. En Côte d'Ivoire, les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont démarré ce lundi. Cérémonie d'hommage de la nation ce matin sur l'esplanade du Palais de la République. Amadou Gon Coulibaly, décédé la semaine dernière, sera inhumé
vendredi à Korogo, non loin de la Côte d'Ivoire, le Mali, le fils du président Ibeka, le député Karim Keïta, sur qui se concentre la contestation en cours dans le pays, a annoncé hier démissionner de la présidence de la commission parlementaire de la défense. Le nom de Karim Keïta a été de se désigner à la vindicte populaire dans les manifestations. Depuis juin, ces rassemblements ont réuni à plusieurs reprises des milliers de Maliens contre le pouvoir et qui ont dégénéré vendredi en situation quasiment insurrectionnelle dans la capitale Bamako. Des morts ont été enregistrés, des leaders du M5 ont été arrêtés mais libérés hier. Démarrage aujourd'hui du procès de l'ancien chef de police islamique à Tombouctou devant la Cour pénale internationale. Procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alassane Abdelaziz est accusé de torture, de viol et d'esclavage sexuel. Il est accusé d'avoir ordonné la destruction de monuments historiques et de bâtiments dédiés à l'islam. Alassane Abdelaziz a dirigé la police à Tombouctou il y a 8 ans lorsque la ville était sous le contrôle des groupes militants Ansardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a été remis à la Cour pénale internationale en 2018 par les autorités maliennes. Un journaliste interpellé au Niger, Ali Soumana, directeur de publication du journal Le Courrier, a été arrêté dimanche après une convocation dans les locaux de la police judiciaire de Niamey. Selon RFI, on lui reproche d'avoir écrit et diffusé de fausses informations concernant l'affaire de l'audit au ministère de la Défense. En RDC, un policier a été reconnu coupable du meurtre d'un militant du mouvement citoyen Lucha. Le tribunal militaire de Beni Boutembo l'a condamné à la prison à vie. Le policier et l'État congolais, reconnu civilement responsable du meurtre de Marcus Freddy Kambele, sont sommés de verser $100 000 à la famille de la victime. Le militant de Lucha a été tué le 21 mai dernier lors d'une marche. L'avocat du policier a annoncé qu'il va faire appel du jugement. Et l'on part en Mauritanie où l'Assemblée nationale a reporté une deuxième fois la mise en place de la Haute Cour de justice. Raison invoquée, des problèmes techniques, ce que rejette l'opposant Biram Da Abed. Il était en conférence de presse. Le voici au micro de Mohamed Diop. Les vrais mobiles et les règlements personnels entre les deux factions de même pouvoir qui a saigné la Mauritanie, qui a dévalisé la Mauritanie, c'est le pouvoir des militaires. Et leurs acolytes parmi la bourgeoisie, la féodalité bourgeoise nationale, ils essayent d'accabler la tête du pouvoir qui est hors jeu de tous les maux de gabégie, d'injustice dont le pays a souffert. Et c'est une manière pour eux de se retrouver une nouvelle jeunesse, de se présenter aux yeux du peuple comme étant un pouvoir nouveau, une gestion nouvelle, alors qu'en vérité, c'est le pouvoir qui tourne en rond. Des propos recueillis à Nouakchott par notre correspondant sur place, Mohamed Diop, et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci beaucoup, Georges Détié Diop. Il est 12h20. RFM 94.0, la radio en puissance. À présent, accueillons Binta Diallo pour Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Ce mardi 14 juillet, le virus Covid-19 touche plus de 13 millions de personnes dans le monde. L'OMS alerte sur l'aggravation de la maladie. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas augmente. Le pays de Trump enregistre plus de 3 millions de cas positifs. Le bilan continue également à s'alourdir au Brésil, plus de 700 nouveaux morts aujourd'hui. La France, en plein 14 juillet, dans un contexte de Covid-19, est dans une tendance baissière. Tout le contraire en Italie, où l'on note une légère augmentation des cas ces dernières 24 heures. Bilan également toujours élevé en Angleterre, plus de 500 nouveaux cas en 24 heures. La Grande-Bretagne, qui s'apprête à signer un accord avec Sanofi et GlaxoSmithKline pour la livraison de 60 millions de doses de vaccins contre le coronavirus. L'Espagne est à plus de 25 000 cas. Pendant ce temps, la Chine semble maîtriser la situation avec 0 nouvelle contamination. En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé. Le ministre de la Santé avertit sur les risques d'une nouvelle seconde vague. Le Portugal fait face à une nouvelle vague de contamination. Beaucoup de mesures de déconfinement annulées.
Au Mexique, la maladie progresse tout comme en Iran. La Russie reste toujours contaminée, tout comme la Corée du Sud, qui enregistre 33 nouveaux cas de Covid-19. En Inde, le bilan s'alourdit avec plus de 20 000 cas de plus en 24 heures seulement. Accélération de l'épidémie au Chili. En Égypte, augmentation également des cas de contamination. Le Maroc a démarré son déconfinement, l'Algérie également. Comme quoi, l'épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud, berceau de la pandémie. La nation arc-en-ciel interdit la vente d'alcool pour limiter la propagation du virus par beuverie. Au Sénégal également, le virus ne recule pas. Plus de 8000 cas testés positifs. RFM Sport. Venons-en maintenant à la synthèse de l'actualité sportive de ces dernières 24 heures avec Soda Thiam. Nous démarrons en Espagne. La victoire du Real Madrid à Grenade 2-1 hier rapproche le club merengue d'un 34e titre. L'équipe de Zinedine Zidane n'est plus qu'à une victoire du titre. Donc, le Real Madrid pourrait être champion dès la 37e journée en cas de victoire contre Villarreal. Mais l'entraîneur français maintient un discours prudent. Il affirme, je cite, « On n'a encore rien gagné ». Fin de citation. Après la 36e journée de la Liga, on sait aussi que Villarreal, qui a été battu par Real Sociedad, n'a plus aucune chance de disputer la Ligue des Champions 2020-2021. Au contraire du FC Séville, désormais assuré de terminer dans le top 4. Selon un quotidien sportif catalan, les jours du champion du monde Samuel Umtiti au FC Barcelone sont comptés. Le défenseur central de 26 ans sous contrat jusqu'en 2023 pourrait être prêté en Italie. Ligue des Champions, l'annulation de la suspension de Manchester City pour 2 ans de toute compétition européenne par le tribunal arbitral du sport va priver le 5e du championnat d'Angleterre d'une place automatique parmi les 32 équipes qualifiées pour la phase de groupe 2020-2021 de la Ligue des Champions. La 5e place du championnat d'Angleterre n'est donc plus qualificative, sauf si les Citizens remportent l'actuelle Ligue des Champions. En Angleterre, début de la 36e journée ce mardi avec une seule rencontre, Chelsea contre Norwich. Ce sera à 19h15. Hier, en encaissant un but en toute fin de rencontre contre Southampton, Manchester United a manqué l'occasion de remonter à la 3e place au classement. L'entraîneur de Manchester United a reconnu après le match que son équipe ne méritait pas mieux. En Italie, début de la 33e journée ce mardi, Atalanta Bergame face à Brescia. Ce sera à 19h45, une occasion pour Atalanta Bergame de rejoindre le podium de la Serie A. ñu doore ko ca Espagne. Real Madrid gannaaw ndam la mu am ñaari bal ca benn ca kaw Grenade niki de. Toutes nos excuses pour cette partie en Wolof de la synthèse de l'actualité sportive avec Soda Thiam. Dans un instant, la revue de la presse. RFM, la presse du jour. De ce mardi 14 juillet 2020, lu et commenté par Georges Dethié-Diop. L'IGE sort de sa réserve. L'inspection générale d'État a publié hier ses rapports sur la gouvernance et la reddition des comptes. Les rapports de 4 années dont tous les journaux, ou presque, se font l'écho. 2016, 2017, 2018 et 2019. Ce n'est pas rien, ce qui fait dire au journal Le Quotidien que l'IGE sort de sa quarantaine. Et à la lecture des documents, l'observateur fait état d'une épidémie de malgouvernance. Selon mon confrère, les rapports mettent en lumière les grosses niches de cafards de la République. Des ministères aux agences, en passant par les directions générales, les inspecteurs généraux d'État ont débusqué plusieurs irrégularités dans la gouvernance financière et administrative des structures et institutions de la République. Entre autres irrégularités relevées par l'observateur, Macky Sall et le virus des décrets controversés, Mary-Teuw Niane qui touche le fonds. Il s'agit du fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, Jacques Habib Sy et ses 65 milliards de francs CFA d'entente directe. Les dizaines de millions de dépenses indues du maire Talla Sylla. Le conseil de régulation de la RTP rattrapé par un don de 8 milliards de francs CFA à un opérateur de téléphonie. Il s'agit de Expresso, précise Libération, qui relève d'autres écarts. L'ancien directeur de la Prosi se prête 274 millions de francs CFA et se tape 3 villas de fonction en plus d'une indemnité de logement. 78 employés fantômes au ministère de la Culture. Un ministre qui oublie de rendre 3 véhicules de son département. La charge à l'essieu et les détails du scandaleux contrat de Pedro Diouf.
Et comme l'on parlait de voitures, Vox Populi s'arrête sur ce qu'il appelle la scandaleuse noce sur les véhicules de l'État. C'est dans le rapport 2018-2019. 82 véhicules prévus en 2018, 882 finalement commandés. Des officiels s'accaparent des véhicules de l'État, d'autres les prêtent à des tiers. Bref, que de fautes de gestion. Le Témoin note qu'aussi bien de grandes mairies que des hôpitaux, la DESCOS, le FERA, les DAGE des ministères ont été épinglés. Le Témoin fait savoir que les dérives les plus significatives en matière de gestion ont été relevées entre 2017 et 2018 au niveau du 15e sommet de la francophonie et du pèlerinage à la Mecque. Aussi, souligne le journal, les DAGE des ministères sont accusés de violation de textes législatifs et réglementaires ainsi que de détournements relatifs au recrutement des agents de l'État. Le quotidien liste aussi des manquements. Entre autres, dans l'administration pénitentiaire, des logements de fonction occupés de façon indue. Le CETUD affaibli par l'éclatement de ses prérogatives. Et qui avait parlé de gestion sobre et vertueuse, le quotidien le rappelle et s'offusque que les années et les mécomptes demeurent. Sucré Salé souligne qu'à chaque rapport d'une institution de contrôle, les amateurs de scoop se pourlèchent les babines, sachant d'avance que le sang va couler. Et cette année ne sera pas différente. Les rapports de l'IGE mettent toujours en lumière les mêmes manquements. Mais que voulez-vous, peste mon confrère, quand aucune faute n'est sanctionnée, c'est l'autorisation de récidiver qui est donnée à leurs auteurs. Qu'en advient-il de l'affaire Petro-Tim? Les Échos révèlent que le doyen des juges a clôturé le dossier depuis près de 5 mois. Mais malgré la durée et le sérieux de l'instruction, aucune charge n'a été trouvée contre personne. Même X n'a pas été trouvé. Et l'on attend le réquisitoire supplétif du chef du parquet, le procureur de la République, qui, selon les Échos, doit décider de la poursuite ou non de la procédure. À la une de Source A, coup de frein dans les indemnisations des impactés du terre, l'APIX désavoué. Le journal indique que n'étant pas satisfait du modus operandi de l'APIX, les impactés du terre ont multiplié les dénonciations auprès des bailleurs de fonds et après une enquête, la BAD et l'AFD ont jugé plus judicieux de désigner un médiateur conciliateur qui est un ancien colonel des eaux et forêts, expert des réinstallations volontaires. Mais pour Source A, c'est Seydina Insaniaï qui a commencé ses consultations aura du pain sur la planche car déjà 2975 réclamations sont sur la table. Un coup d'œil à nouveau dans les Échos, le journal affirme que le khalife général des Tidianes assène ses vérités sur la Covid-19. Le journal rapporte que Serigne Babacar Sy Mansour a invité le ministre de la Santé à tenir un langage de vérité à la population. Les Sénégalais, selon lui, doivent prendre conscience que s'ils ne font pas attention, ils risquent d'être emportés par ce fléau. Vox Populi se fait aussi l'écho de son propos selon lequel il faut corser les mesures pour venir à bout du coronavirus que les Sénégalais semblent prendre à la légère. Le khalife des Tidianes recevait Macky Sall qui était à Tivaouane hier pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy. Le témoignage du chef de l'État est d'ailleurs mis en exergue par le quotidien Le Soleil à sa une. Selon le président Sall, le défunt porte-parole du khalife des Tidianes a bien rempli sa mission. Macky Sall était aussi à Tiénaba. Là-bas, il a promis son soutien. Sport pour terminer, les conséquences de la suspension de l'exclusion des Citizens de la Ligue des Champions par le tribunal arbitral des sports. Record affirme que Pep Guardiola, qui voit ainsi la crainte d'assister au départ de ses meilleurs joueurs, va désormais se consacrer au renforcement de son effectif pour les prochaines échéances. Selon le journal, le chantier de la défense sera prioritaire avec le recrutement urgent de 2 éléments clés, dont Kalidou Koulibaly. À la une du quotidien Stade, la 36e journée de la Liga. Le Real Madrid a une victoire du titre. Le Real a battu hier Grenade 2-1 et n'est désormais plus qu'à un match d'un 34e sacre national. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h30, bienvenue à notre rubrique quotidienne Point de vue avec nos 2 invités sur un sujet d'actualité. Point de vue aujourd'hui sur les rapports de l'inspection générale d'État et des suites à leurs données. Malheureusement, en raison de contraintes techniques liées au téléphone, nous ne pouvons prendre nos 2 invités en même temps. Nous allons donc les prendre l'un après l'autre, à commencer par M. Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d'État. À commencer par Eliman Kane, ils s'appellent tous les 2 Kane. Donc, Eliman Kane, président de l'ONG Lex Africa. Eliman Kane, bonjour. Allô, Eliman Kane. Eliman Kane que nous allons essayer de retrouver. Je vous rappelle que nous parlons des rapports 2016, 2017 et 2018-2019. Donc 3 rapports couvrant
4 années qui ont été donc remis par l'inspection générale d'État au président de la République hier. Nous allons donc essayer d'en parler avec nos deux invités du jour et surtout essayer de voir quelle suite on devrait donner à tous ces rapports qui sont chaque année, en tout cas théoriquement, déposés sur la table du chef de l'État par le vérificateur général du Sénégal après le travail des inspecteurs généraux d'État. Nous essayons donc d'entrer en contact avec Eliman Kane. Eliman Kane, bonjour. Oui, bonjour, Souleymane. Alors, je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Lex Africa. Alors, on a du mal. Il y a 3 rapports couvrant 4 années et pour parler trivialement, il y a à boire et à manger dans ces rapports. Mais quels sont les faits saillants que vous avez retenus, même si vous avez dû lire les rapports en diagonale très rapidement, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces rapports-là? Oui, vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a à boire et à manger, mais est-il que les rapports sont toujours utiles, en tout cas pour le citoyen qui se préoccupe de la bonne gouvernance et de la redevabilité dans la gouvernance des affaires. Alors, ce que nous constatons, c'est que, en fait, un journal a parlé d'épidémie, peut-être pour faire genre, mais c'est un vrai cancer que nous vivons parce que chaque rapport vient et l'échantillon de la façon dont sont gérés les deniers publics au Sénégal. Alors, voyez-vous, chaque rapport que l'IGE fait, il ne peut pas aller dans toutes les institutions. Ils choisissent, ils font des choix. Et à chaque fois, les rapports qui viennent, qui se compilent, identifient une diversité d'infractions qui sont quand même assez graves. Depuis le non-respect de la loi, le non-respect des conditions d'attribution des marchés publics, ou bien même des stratégies de contournement en créant des structures parallèles, mais les recrutements des personnels qui sont souvent donc illégaux, l'utilisation de comptes non autorisés, parce qu'il faut passer quand même par des procédures et une autorisation du ministère de l'économie et des finances, effectivement. Oui, des conflits d'intérêts, mais alors c'est une crielle de faute, des problèmes de comptabilité matière comme analytique. Alors donc, si on retrouve tous ces problèmes-là dans nos institutions, mais on se pose des questions, mais parce que nous avons quand même des gens qui sont formés, qui connaissent leur métier, pour faire un traité de travail dans ces ministères-là. Mais justement, on a beaucoup parlé des directeurs de l'administration générale et de l'équipement, les fameux DAGE, qui sont au niveau des ministères. Qu'est-ce qui se passe avec ce niveau-là de décision ou de traitement des dossiers? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, ce ne sont pas les seuls, hein, je dois l'avouer, mais ils sont pointés du doigt abondamment dans ces rapports. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette catégorie de hauts fonctionnaires pour s'assurer que les procédures soient respectées dans les ministères, que ce soit en termes de passation de marché, en termes d'approvisionnement de toutes sortes ou de gestion même des ressources qui sont mises à la disposition de l'administration, les véhicules notamment. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau des DAGE. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler le problème? Alors, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une nécessité de sécuriser le mode de nomination de ces DAGE-là. Que peut-être cette décision ne soit pas intégralement laissée au ministre de tutelle. Il faut qu'on trouve une façon de rendre ces positions-là un peu plus autonomes par rapport à la décision politique. Ça, c'est juste un élément. Mais cela ne suffit pas, bien évidemment. L'autre est qu'il faut quand même peut-être une protection aussi. Que les DAGE soient toujours des personnes qui ont subi une formation qui leur permet d'avoir quand même une expertise dans la gestion de la comptabilité matière et de la comptabilité financière. Donc, je pense que c'est effectivement à ce niveau que l'essentiel se fait, mais pas seulement. Parce que aussi, on a vu qu'il y a des défaillances qui sont relatives au pouvoir du ministre lui-même.
qui prend parfois même des décisions sans respecter les procédures par lesquelles il devrait passer, tout simplement. Ça aussi, c'est ressorti donc des rapports pour dire que c'est un problème global, mais on peut quand même faire un pas en avant en verrouillant davantage la position du DAGE, tout simplement. Alors, on me signale que nous avons des problèmes pour entrer en contact au téléphone avec M. Ngouda Fall Kane. Alors, ça nous laisse un peu plus de temps, Eliman Kane, pour aller plus en détail sur les catégories d'infractions qui ont été relevées ou de dysfonctionnements qui ont été relevés par l'inspection générale d'État. Il y a la question des véhicules qui ne sont jamais restitués, qui dans beaucoup de cas ne sont pas restitués par des ministres ou des hauts fonctionnaires qui sont arrivés au terme de leur mission, soit à cause de la retraite ou simplement sur décision du chef de l'État, et qui gardent un ou plusieurs véhicules qui avaient été mis à leur disposition. Là également, quel est votre commentaire et quelles sont vos propositions pour régler le problème? Oui, il y a les véhicules qui ont déjà fait lieu comment dire, on a parlé beaucoup de ça récemment, il n'y a pas longtemps. Même le président de la République s'est prononcé sur ça. Mais il faut le lier aussi à la question de la gestion du patrimoine immobilier aussi. Les logements de fonction qui ne sont pas rendus non plus. Oui. Aussi bien les véhicules que les logements de fonction sont abusivement utilisés par des non-ayants droit. Donc des fonctionnaires qui ne sont plus au poste, mais qui continuent de jouir d'un bien public, c'est quand même pas acceptable. Et donc, il y a une absence de rigueur dans la gestion de ceci, mais en même temps, il y a une injustice. Et parfois, ils n'y habitent plus, ils les sous-louent, ils les louent ou ils les utilisent à d'autres fins. Voilà, donc tout ça, c'est des formes de détournement, c'est des avantages indus que nous laissons à certains. Alors là, c'est la complicité, effectivement, des responsables qui sont des ministres. Alors, il y a la question aussi de la gestion financière, les détournements. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'ouverture de comptes sans l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances et l'utilisation abusive, justement, des ressources qui sont logées dans ces comptes bancaires, des conflits d'intérêts entre les ministres, les administrateurs et les ordonnateurs, les confusions dans les rôles, dans les genres, etc. Là également, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, par exemple, si vous voyez un ministre qui est président d'une association et qui se permet d'avoir des transactions financières entre son ministère et cette association, et qui perd son poste de ministre et redevient président de cette même association. Pour dire que cette question de redevabilité, donc il faut les voir à 360 degrés. Voyez-vous? Très bien. Alors, une dernière question pour vous, parce qu'on me dit que nous avons un autre invité en lieu et place de Ngouda Fall Kane. Chaque année, théoriquement, l'inspecteur, le vérificateur général du Sénégal doit remettre au chef de l'État le rapport annuel sur la base du programme d'activité de l'inspection générale d'État, mais aussi des requêtes ponctuelles du chef de l'État ou de l'autosaisine du dit vérificateur général du Sénégal sur la base d'allégations de fraude, d'abus ou de gaspillage. Alors, mais chaque année, on a l'impression d'entendre les mêmes histoires et il y a rarement des suites données à ces dossiers. Au contraire, certaines des personnes épinglées sont même promues et obtiennent des postes beaucoup plus importants que ceux dans lesquels ils ont commis justement les fautes de gestion qui ont été épinglées. Pourquoi on ne donne pas suite, notamment une suite judiciaire à certains dossiers? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre un minimum de contraintes de suite par rapport à certaines violations flagrantes justement des règles? Oui, c'est seulement ça, c'est l'éternel problème de l'impunité. Voyez-vous, tant que ça persiste, effectivement, nous ne serons pas au bout de tunnel sur la question de la gestion des biens publics. Et là, franchement, il y a l'aspect judiciaire que vous évoquez, mais il y a deux leviers. Avant l'aspect judiciaire, il y a aussi la responsabilité du président de la République qui nomme au poste civil et militaire. Il doit être le premier à donner l'exemple en sanctionnant rigoureusement, officiellement et publiquement
ceux qui sont incriminés et qui sont quand même responsables. Maintenant, l'autre aspect, comme vous l'avez dit, mais c'est l'action judiciaire. Et là, le procureur qui nous représente pour défendre nos intérêts a la possibilité de s'autosaisir à la lecture de ces rapports pour quand même initier une action judiciaire qui puisse aller vers donc une sanction. Tant qu'en tout cas il n'y a pas de sanction dissuasive par rapport à ces actes donc de malversation, nous ne sortirons pas alors de ces situations-là de malgouvernance. Comme je l'ai dit, ce cancer-là va continuer à nous ronger. Eliman Kane, président de l'ONG Lex Africa, je vous remercie d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouvons dans l'édition en Wolof. J'accueille à présent M. Abdulaziz Diop, coordonnateur adjoint du Forum civil. Abdulaziz Diop, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps. Je voudrais vous entendre recueillir votre point de vue global sur les rapports qui ont été remis au président de la République hier par le vérificateur général du Sénégal, conformément à la loi. Quels sont les faits saillants, quelles sont les conclusions provisoires que vous tirez de cet exercice et surtout du contenu que vous avez pu voir? Merci Suleiman. Je voulais préciser d'emblée qu'au niveau du Forum civil, au niveau de nos instances internes, que ce soit le BE ou le CA, on n'a pas encore discuté sur les contenus du rapport. Donc je vous donne mon point de vue personnel en tant qu'acteur de la société civile et citoyen et pris des questions de bonne gouvernance. D'abord, la première lecture, c'est que le Forum avait demandé que tous ces rapports rendus publics, que ce soit de la Cour des comptes, de l'OFNAC, on avait vraiment saisi les autorités compétentes et ce qui est fait. Je voudrais d'abord féliciter le travail de l'IGE, parce qu'il faudrait aussi le dire, préciser, qu'aussi bien au sein de l'IGE que de la Cour des comptes, de l'OFNAC, nous avons vraiment des Sénégalais, de grands, très compétents, très intègres et très patriotes. Mais ce qui se pose, c'est quoi? Quelle est la suite à ces différents rapports? Si vous vous souvenez bien, le 3 février 2020, avec les rapports de la Cour des comptes, le président avait annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour exploiter ces rapports. Où en sommes-nous avec cette commission? Ces rapports aussi qui viennent d'être rendus publics, on a élevé pas mal de manquements. Mais moi, je voudrais un peu relativiser. Autant il faut aller jusqu'au bout pour que les mauvais modèles soient sanctionnés, mais autant aussi il faut promouvoir les modèles. C'est pourquoi nous avions toujours prôné pour qu'on ait un système national d'intégrité. Parce qu'un pays où les scandales foisonnent, il y en a d'autres qui sont vraiment irréprochables, qui sont intègres. Il faudrait les promouvoir. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense que je n'ai pas suivi ces éléments. Nous vivons dans un contexte de pandémie, le Covid, mais le Covid a trouvé une autre pandémie, c'est la corruption ou la malgouvernance, qu'on appelle le cancer des temps modernes. Eliman Kane parle de cancer. Autant elle détruit nos valeurs. Mais moi, j'ai relevé un point qui me semble extrêmement important, surtout le point relatif aux véhicules. Si vous vous souvenez bien, en décembre 2019, le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, avait annoncé que entre 2012 et 2019, 119 milliards ont été dépensés en termes d'achat de véhicules. De 2000 à 2019, sous le premier régime de l'alternance, c'est 500 milliards, plus de 20 000 véhicules, 40 milliards de carburant par an. Le président avait annoncé des mesures. Cela veut dire quoi? Ce que disait Achille Mende, en Afrique, l'État est le lieu du repas. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit sur les marchés publics, quand on voit les manquements, on voit qu'à la place des commis de l'État qui servaient l'État, on a aujourd'hui des prédateurs, des gens qui sont venus par le biais de la politique, qui n'ont pas de parcours, qui n'ont pas de vécu, qui n'ont pas la culture étatique et qui sont venus aujourd'hui dans une logique de prévarication. Et malheureusement, en face, il y a l'impunité. Tous ces dossiers sont restés sans suite. Cela pose un problème. Le problème d'abord de la crédibilité de ces institutions qui sont très crédibles, mais quand ces rapports sont publiés et qu'il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire les citoyens finalement auront non seulement une désaffection comme ils l'ont avec cette classe politique, mais avec ces institutions. Je pense que le président a une très bonne opportunité aujourd'hui. On passe d'un plan de résilience à un programme de relance de l'économie nationale. Et pour que cette relance puisse atteindre ses objectifs, avec le taux de croissance qui a baissé, avec tous ces facteurs et beaucoup d'incertitudes qui planent à l'avenir, il faudrait que la bonne gouvernance soit de rigueur. Abdulaziz Diop, s'il vous plaît. Pardon. Que les sanctions idoines soient applicables et qu'on puisse revoir le statut de ces structures. C'est des corps de contrôle sous contrôle. L'IGE est sous le joug de l'exécutif, du chef de l'État ou de la présidence de la République.
Cela veut dire quoi? Elle émet des recommandations, maintenant libre au chef de l'État vraiment d'apprécier. Mais justement, Abdoulaziz Diop, le président de la République, on dit en tout cas qu'il a annoncé qu'il fera appliquer l'ensemble des recommandations de l'inspection générale d'État. Est-ce que pour vous, c'est un motif d'espoir et de satisfaction? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, une suite sera donnée à ces recommandations-là? J'ai un avis mitigé sur cette question parce que le président, combien d'annonces a-t-il faites? Si vous vous souvenez bien, le 3 avril 2012, le premier discours du président de la République, qu'est-ce qu'il avait dit? Gouvernance sobre et vertueuse, il avait dit, je retiens cette phrase, je ne protégerai personne. C'est pour nous, et je ne protégerai personne. Mais dans la réalité, et ça se comprend aussi, c'était lié à un contexte, parce qu'en Afrique, les premiers mandats, souvent, c'est de grands slogans, de grandes visions, mais en réalité, pour avoir un second mandat aussi, souvent, certaines valeurs, certaines règles sont foulées du pied. Mais aujourd'hui, il a l'opportunité historique de pouvoir relancer notre pays sur les vraies questions de développement, sur l'émergence et le développement durable. Maintenant, attendons de voir, parce que je vous l'ai dit, le 3 février, il avait parlé d'une commission d'enquête pour les rapports de la Cour des comptes. Où est cette commission? Les rapports de l'OFNAC qui ont été transmis au procureur et qui sont restés sans suite. Ces rapports-là, on attend maintenant le factuel à l'épreuve pour pouvoir juger. Mais a priori, on est un peu... Abdoulaziz Diop, l'on sait aussi que tous les dossiers qui sont traités, notamment à la Cour des comptes, ne font pas l'objet de publicité. Il y a même des sanctions qui ne sont pas rendues publiques, des fonctionnaires qui sont condamnés à rembourser des fonds ou des ressources aliénées, etc. Est-ce qu'on s'assure aussi que des suites, même non publiques, ne sont pas données au dossier? Vous savez, Souleymane, il y a deux niveaux. En fait, dans le cas d'espèce, avec ces rapports, il y a le premier niveau d'abord. S'il y a présomption, par exemple, ceux qui sont cités, par éthique, ils devraient démissionner. Mais l'autre aussi, stratégie ou l'autre alternative, que le président puisse prendre des sanctions administratives, des mesures conservatoires, surtout sur les récidivistes. Il y en a beaucoup qui ont été cités dans différents rapports, Cour des comptes, OFNAC. Prenons le cas de l'ancien directeur du COUD, qui est aujourd'hui ministre de l'enseignement supérieur, mais qui sont cités et qui sont restés sans suite. Au contraire, ils sont promis. Je pense qu'aujourd'hui, prendre des mesures conservatoires d'abord pour les démettre, pour éviter. Et là, même le Forum avait prôné qu'il y ait le principe de la révocation, même pour les élus locaux en mi-mandat, en cas de prévarication. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aller dans le sens de réformes plus hardies pour que les sanctions idoines, des sanctions exemplaires à la lumière des faits, parce que c'est des crimes économiques commis à travers ces prévarications, à travers tous ces manquements, tous ces détournements. Et vraiment, je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'État prenne les choses à bas. Quand je dis l'État, que le président de la République puisse maintenant traduire son discours ou ses intentions en actes. Et là, nous sommes prêts à l'accompagner dans ce sens. Très bien. Abdoulaziz Diop, membre du Forum, un des responsables du Forum civil, même si nous avons bien compris que vous parliez intuitu personné en attendant que le Forum civil statue sur la question. Merci à vous et à Eliman Kane d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. Prochain rendez-vous avec l'actualité 13h, la grande édition de la mi-journée en Wolof qui sera présentée par Pape Ngagne. Tout de suite, Allo Présidence. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Très bon après-midi, au revoir.